Bien, je vous propose de commencer. Bienvenue à vous. Le thème que je vais traiter aujourd'hui n'est pas vraiment technique, mais c'est un thème d'actualité parce que entre les guerres à droite et à gauche et les attaques en tout genre sur Internet, cybersécurité, évidemment, ce sont des domaines qui nous concernent et qui nous intéressent. Alors, ce que je vais traiter, c'est faire un petit peu une histoire, enfin une historique des grands personnages qui ont jalonné finalement donc notre activité, informatique, de cyberinformatique, essentiellement sur Internet. Je ne vais pas me contenter de ne parler que de ces aspects donc des générations, on va dire, de hackers. Bon, tout le monde connaît un peu les principaux personnages, mais je vais également m'intéresser à des sujets un petit peu différents, à savoir quelles sont vraiment les motivations de ces gens-là. Et moi, j'en ai un peu assez de les prendre pour des petits génies, sous prétexte qu'ils savent mettre un point virgule dans une instruction Java ou cliquer avec une souris. J'en ai un peu assez de ça parce que je trouve que les dégâts commis par ceux qui ont vraiment la vocation de gagner de l'argent et d'essayer de voler de l'argent, très bien, mais ceux qui font n'importe quoi comme ça parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, ça m'agace prodigieusement. Et donc, on va parler de ces fameuses motivations et bon, on va parler de sujets, donc, encore une fois, qui sont un petit peu originaux. Alors, comme d'habitude, donc, je partage mon écran. On y va. Alors, donc, 5 générations donc, de ce qu'on appellera donc, des criminels. Alors, attention, je vais tout de suite prendre des précautions d'usage sur les mots que nous allons employer. J'y viens donc dans quelques instants. Alors, le sommaire que nous allons suivre, donc, c'est en gros, voilà, le suivant. Alors, les mots, en quoi, ce qu'ils recouvrent, quand on parle de hackers et quand on parle de criminels, c'est un peu la même idée, mais le mot criminel n'a pas forcément une connotation aussi gravissime qu'on pourrait donc le dire. Enfin, on y vient tout de suite. On va parler donc des grandes familles de hackers et puis de leur motivation. On va également parler d'une autre classification qu'on retrouve assez souvent, qui est celle de ce qu'on appelle les chapeaux de couleur. Alors les black hats, les blue hats, donc toutes ces qualifications. C'est une manière, si vous voulez, de classer un petit peu tous ces gens-là qui ont un peu tendance à nous pourrir donc la vie. On va, en faisant l'historique, on constate un certain nombre de choses qui sont quand même un peu étonnantes. C'est que certains grands personnages, tels que Wozniak et donc Steve Jobs, les créateurs donc de Apple, ont commencé donc leur activité justement en étant eux-mêmes des hackers. Alors, ça a un côté folklorique et amusant aujourd'hui, si ce n'est que quand on voit que l'outil qu'avait construit donc Wozniak et donc Steve Jobs, et maintenant pour pouvoir disons, aller sur les réseaux téléphoniques sans payer, les réseaux longue distance sans payer, il est au musée maintenant et c'est considéré comme une œuvre d'art. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Bon, c'est pas gravissime, ces affaires-là, c'était simplement, disons, on va dire, une sorte de petite attaque de potage, c'était pas méchant. Mais le fait qu'on transforme le tout aujourd'hui en disant, c'est des petits génies de l'informatique, vous voyez, ils ont réussi à ne pas payer pour aller, et ils ont commencé comme ça, j'avoue que ça m'agace un tout petit peu. On va parler, parmi ces catégories, on ne va pas regarder tout le monde, c'est impossible parce qu'il y en a trop, on va parler de la toute première. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'étonner quand même de ça. Il y a ce qu'on appelle des script kiddies. Donc, ce sont des enfants, en gros, ça va de 5 à 12 ans, qui font des choses. Alors, qu'ils l'ont fait exprès, je ne suis pas toujours très convaincu. Est-ce qu'ils ont été aidés par leurs parents? C'est probable pour certains d'entre eux, en tout cas. Eux aussi ont donc contribué à ce sport national qui consiste donc à nous pourrir donc la vie. Alors, on va regarder un certain nombre de personnages, personnages qui se sont fait remarquer donc, dans l'histoire. Alors, Poulsen, pour des raisons tout à fait différentes. Alors, je ne serai pas exhaustif dans mon approche, mais disons, il me semble assez significatif
significatif, en tout cas, de ce qu'ils ont fait. Alors, Levin, Paulsen, Morris, Trapan Morris, Mitnick, qui est un petit peu la référence, McKinnon, un Écossais qui reste là-bas au Royaume-Uni de peur de se faire arnaquer par les Américains qui demandent son extradition. Enfin bref, un certain nombre donc, de gens comme ça. Alors, quand on regardera les choses d'une manière un peu plus sérieuse, ce qui est très grave là-dedans, tant on a affaire à des gens qui veulent se prouver eux-mêmes, finalement, qui sont plus intelligents que les autres, bon, admettons, mais il y a des domaines de cybersécurité où on n'en est pas du tout là. Et c'est par exemple le terrorisme et la religion. On a affaire cette fois-ci à des organisations qui sont redoutables. Tout ce qui va toucher à la philosophie, tout ce qui va toucher donc, on va dire, à la politique, pour une allure qui devient terrible. Et donc ça, il ne faut pas le traiter comme ça, avec l'humour. Hein. C'est pas du tout pareil. On ne va pas confondre, donc on ne va pas confondre les deux. Je vais parler également de hacking et des femmes. Voyez-vous, il se trouve que ce n'est pas un truc qui passionne vraiment les femmes. Alors, c'est plutôt le hacking, hein, les hackers, c'est plutôt une opération, plutôt une affaire d'hommes qui ont un peu tendance à rouler les mécaniques, à vouloir prouver qu'ils sont les plus intelligents et les plus brillants. Ce n'est pas un truc de femmes, ça. Et d'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Cela dit, il y en a quand même un certain nombre. Et donc, en cherchant vraiment un peu partout, j'en ai trouvé donc un certain nombre. D'ailleurs, certaines plutôt donc ne manquent pas de sel. Et vous allez voir ça un peu plus loin. Je vous parlerai également des hackers les plus bêtes du monde. Alors, il y en a certains, franchement, ils l'ont vraiment fait exprès. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas triste. Hein. Et puis, pour terminer la présentation, donc, ce tour d'horizon de ces grandes générations de hackers, eh bien, je vous donnerai mon point de vue. Hein. C'est qu'au fond, tout cela se résume à trois grandes familles hein, que j'évoquerai donc à la fin. Alors, d'abord, une question de sémantique pour commencer. On parle beaucoup donc de criminels et donc de hackers. Le mot hack, hein, ça vient de l'anglais, hein, c'est le mot hack qui est le fait de pirater, mais en anglais, ça a une connotation, on va dire, d'astuce, de bidouillage. Vous voyez, c'est un peu particulier comme approche. Ça n'a pas du tout une connotation péjorative et négative. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qui s'est passé après. On a appelé ce qu'on appelle moi les trapus, hein, qui nous pourrissent la vie, on les a appelés les hackers. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment des hackers. C'est plutôt, je préfère donc plutôt le terme donc, de criminel. Alors en fait, un hacker, c'est donc un virtuose, parce qu'en général, il est compétent, sauf vraiment ceux dont je parlerai tout à l'heure, hein, qui est susceptible d'intervenir en fait dans tous les domaines. Et bien entendu, avec bien sûr les systèmes, les réseaux, voyez, la sécurité, etc. Mais il y a d'autres domaines également. Dès qu'on a quelque chose qui semble avoir des barrières de pénétration, le fait de hacker, c'est donc de pénétrer. Et ça a un côté, donc, vous voyez, un peu bidouille, un peu astucieux, donc pas nécessairement donc, péjoratif. La grande idée, c'est donc de comprendre des systèmes qui sont complexes et pas simplement donc, de l'informatique. Hein. L'idée, c'est d'en faire le tour et de les utiliser donc, en dehors des fonctions qui sont prévues. C'est là où on peut effectivement commencer donc, à dériver. Alors, autrefois, les spécialistes de la maintenance des mainframes, eh bien, c'était des hackers. C'est-à-dire que leur travail à eux, quand il y avait une panne, c'était de rentrer dans les systèmes d'exploitation, de voir pourquoi, de faire des dumps, des vidages de mémoire, et puis s'apercevoir que tel registre n'avait pas la valeur normale, il y avait eu un déroutage de valeur à un moment donné, on rentrait dans les systèmes, et on faisait du hacking. Mais il n'avait rien de grave là-dedans, au contraire, c'était pour faire de la maintenance. Et les principaux hackers de l'époque, c'était donc IBM. Hein, donc, il faut bien comprendre. Alors, le terme de hacking, en cherchant bien, en fait, il me semble qu'il est sorti en réalité pour la première fois, c'était en 1959. Il avait été proposé par un groupe d'étudiants de MIT. Bon, on dirait, c'est pas essentiel, mais l'origine serait là. Par contre, il y a eu une étape, on va dire, une étape sémantique qui a été décisive,
C'était en 1996, il y a eu un groupe, le Request for Commons, donc qui a défini un hacker comme une personne qui se délecte de la compréhension approfondie et donc du fonctionnement interne d'un système. Et donc pas simplement l'informatique, mais également l'informatique. Maintenant, la différence qu'il faut faire entre le hacker et puis on va dire le criminel. Le hacker, on a donc vu ce qu'il en est, mais le mot criminel, en anglais et en français, n'a pas nécessairement exactement la même signification. Le fait d'un criminel en anglais, c'est quelqu'un qui commet un délit. Alors que pour un francophone, c'est quelqu'un qui va commettre un délit très grave. Meurtre, des choses comme ça. Pour un francophone, la notion donc, de crime, donc de criminel, est quelque chose de terriblement péjoratif. Par contre, pour un anglophone, c'est moins le cas. Donc, le fait de parler, donc de qualifier un individu, en tout cas de criminel, ça n'aura pas nécessairement donc une connotation péjorative, parce que je ne voudrais pas qu'à l'issue de ce webinaire, je me retrouve avec tous les hackers de la planète pour me pourrir mon propre portail. Il faut faire attention. Bon, voilà, donc il fallait faire ce petit rappel, on va dire, sémantique. Alors, quelles sont les grandes familles? Alors, je l'ai dit, il y a 5 grandes familles de hackers qui se sont succédés donc, dans l'histoire. Hein. La première génération, on va dire, elle a débuté, moi je la fais débuter là en tout cas, avec le premier virus, le premier ver, plus exactement, donc de Robert Trapan Morris. Mais il ne l'a pas fait exprès. On le verra un peu plus loin. Il n'a pas fait exprès, il avait écrit un programme dont la finalité était de se reproduire tout seul, sans avoir besoin d'intervention d'un opérateur ou de quelqu'un d'autre. On va voir tout à l'heure que malheureusement, il s'est un peu planté dans son écriture de code, ce qui fait que son produit qui se reproduisait lui-même, son outil qui se reproduisait, eh bien, était très néfaste. Alors, on considère que c'est un petit peu le premier vers de l'histoire. On va dire que c'est la première génération avec un certain nombre de personnes comme ça qui ont fait des choses, je ne sais pas, particulièrement méchantes, qui n'ont pas toujours fait exprès. La deuxième génération, c'est celle qui est donc qui recherche donc le profit. Beaucoup d'initiatives individuelles. Faire de l'argent, mais je fais de l'argent moi tout seul dans mon coin. Je n'appartiens pas à cette troisième génération que constituent les organisations mafieuses. Là, c'est tout à fait autre chose, avec on va dire des infrastructures, des outils, quelque chose de très puissant, alors que la deuxième génération, c'était plutôt des gens qui voulaient faire de l'argent, et ils en ont fait beaucoup, hein, mais sur des initiatives personnelles, en restant dans leur coin, dans leur salon, c'était comme ça. La quatrième génération, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, que j'appellerais donc l'économie cybercriminelle. Là, on est dans un marché colossal qui est celui du dark web. Alors, on ne connaît pas exactement quels sont les chiffres, on va dire, que l'on peut donc associer, on va dire, aux activités de hacking, mais ils sont au-delà de 1000 milliards donc, de dollars chaque année. Hein. Donc, c'est une véritable cyberéconomie hein, aujourd'hui. Et la cinquième génération, qui englobe, à mon avis, on va dire, dans ce découpage, plusieurs autres catégories, on mettra là-dedans la cyberguerre entre les États, et nous vivons en ce moment le conflit entre l'Ukraine et les Russes, ou l'OTAN et les Russes, hein, c'est aussi la cyberguerre. Et il y a actuellement des organisations, donc des groupes de hacking qui travaillent d'une manière officieuse ou pas dans les principaux pays qui sont concernés par, on va dire, le grand échiquier mondial. Les Chinois, les Israéliens, les Européens, les Américains, etc. Bon. Et à cette catégorie-là, j'associe celle justement qui concerne donc, le terrorisme, l'espionnage et on va dire ceux qui sont motivés par des opinions, par la philosophie. Et là-dedans, je mets la religion. Et j'y viens dans un instant parce que c'est quelque chose qui est quand même très délicat. Il faut quand même faire attention aux termes que je vais employer. Alors justement, quelles sont ces fameuses motivations que l'on constate? Alors, comment finalement devient-on hacker? En gros, c'est ça. D'abord, il y a un sentiment d'impunité. Il y a des gens qui attaquent
Parce que, bon, c'est facile, après tout, les protocoles d'Internet, TCP, IP, DNS, etc., sont tellement nuls qu'il n'y a rien de plus facile que de les pénétrer. Donc, bah, je m'amuse. Ah, pourquoi pas? Plutôt que d'aller voir un match de foot, bah, je vais faire ça. Donc, et j'ai un sentiment d'impunité parce que je suis dans mon salon, il ne peut rien m'arriver, je suis caché derrière ma machine, et finalement, l'administration et puis les différentes polices, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est pas évident de les trouver. Ça, c'est une première motivation. Elle dit que je m'amuse hein, et j'ai le sentiment d'impunité. Le deuxième, c'est les gains financiers, évidemment, donc en volume. On peut faire beaucoup d'argent, et un certain nombre d'autres ont gagné beaucoup d'argent avec ça. On vit en ce moment des attaques sur la monnaie, la crypto-monnaie, donc Bitcoin, ça se chiffre quand même par millions de dollars à chaque fois. Alors, je dirais c'est aussi lié, on va dire, à la fragilité native de ce qu'est donc une crypto-monnaie, je suis d'accord. Mais quand même, les volumes financiers sont très importants. Ça, c'est une deuxième. Parmi ces espérances de gains financiers importants, il y a des fois des gains d'opportunités. Il faut considérer d'ailleurs que le Bitcoin ou d'autres équivalentes, c'est un petit peu un gain d'opportunité parce que bon, on vit dans une période avec maintenant une offre importante de cybermonnaie. Hein, donc, on peut se dire bah, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour voir ce que l'on pourrait bien pouvoir faire. Les motivations politiques. Alors là, on parlera d'activisme avec un H. Alors, c'est fait pourquoi bah, vous voyez bien, c'est les manipulations donc, des élections, c'est pour déstabiliser les États, c'est pour interférer dans les économies. Évidemment, là, c'est autre chose. Mais on peut parfaitement être un activiste avec un H, honnête, motivé et finalement tout à fait fréquentable. Il n'y a pas que des crapules monstrueuses là-dedans. Il y a aussi des gens, et on va vous en donner quelques-uns, qui c'est un petit peu on va dire, leur sacerdoce d'essayer c'est un petit peu les injustes d'aujourd'hui, hein, qui essaieraient donc un petit peu de participer à la bataille contre les hackers. Et donc voilà, on a donc des motivations, les activistes bien sûr, classiques et bien connus, mais aussi donc des activistes tout à fait fréquentables. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est le vol de données, c'est le blocage. Alors, pour ceux qui sont fréquentables, ils essaient de bloquer donc, justement les sites de ceux qui font du hacking. Hein, bon. Il y a également ce qu'on va appeler l'espionnage corporate. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui est tout connu. Alors, bien sûr, elles ne s'en vendent pas, mais qui pratiquent cet espionnage donc corporate, donc d'entreprise, on va dire, qui essayent de récupérer, donc éventuellement de vendre, mais c'est surtout pour récupérer des secrets donc industriels, c'est pour nuire à on va dire, à la réputation et à l'économie d'un concurrent. Hein, et généralement, d'ailleurs, ils s'attaquent aux grands de ce monde et entre autres aux GAFAM et aux principaux majors donc, de ce monde, hein, de ce monde Internet. C'est voler, bien sûr, des fichiers clients. Pour les récupérer, mais aussi bien sûr pour les revendre, c'est pour comprendre et éventuellement détourner en influant dessus sur des stratégies donc, industrielles. Par exemple, en ce moment, on est en train de vivre une action très forte contre le nucléaire. Alors, vous voyez aujourd'hui des entreprises, hein, des entreprises, c'est pas des individus dans leur coin, des entreprises qui sont en train de balancer d'une manière systématique et massive les arguments contre l'énergie nucléaire. C'est le cas de la France, c'est le cas d'autres pays, en Allemagne, ils sont un petit peu comme ça. Voilà, donc on essaye un petit peu de nuire à une réputation d'une technologie, mais ça peut être une réputation donc d'entreprise. Bien. Il y a ceux aussi qui ont un besoin de reconnaissance et de réputation. Alors, dans l'entreprise, vous avez des gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Dit. Et donc, l'un des moyens, finalement, de se faire remarquer, eh bien, c'est d'être compétent dans ce domaine. Et être compétent dans ce domaine, ça peut rendre service. Vous voyez, on essaie de récupérer un peu de reconnaissance parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ou alors, vis-à-vis de l'entourage.
pour sa propre famille ou ses propres amis. Vous voyez, alors ça concernera plutôt les jeunes générations, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on essaie, vous voyez ce que j'ai fait, je suis rentré là-bas, c'est formidable, et j'ai déposé un guichet, ou j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai récupéré. Bon, on essaie d'améliorer notre réputation. Il y a aussi ceux qui ont un gros besoin donc, de revanche. Alors, on dit que dans l'entreprise, il y a 7% des personnes qui sont malheureuses parce que abandonnées, oubliées par leur hiérarchie, et souvent sujettes d'ailleurs à ce qu'on appelle le bore-out, cette terrible maladie qui consiste à n'avoir rien à faire. Et donc, là encore, c'est à peu près 7%. Hein. En tout cas, c'est plus de 5% aujourd'hui donc, des attaques. Et vous avez des gens qui sont très motivés et donc souvent compétents d'ailleurs et qui provoquent donc des dégâts assez considérables. Ouais, c'est une revanche contre l'institution et l'entreprise qui m'a employé. Je le disais, c'est un moyen pour acquérir donc, des compétences. Hein. Vous voyez, pourquoi pas? Après tout, la meilleure manière de comprendre une machine, c'est encore la façon de faire du hacking dessus. Donc, de comprendre son architecture, comment on y accède, comment elle est organisée, comment ça fonctionne, voilà. C'est ça. Donc, acquérir donc, des compétences. C'est aussi, alors, je le disais tout à l'heure en commençant donc, la présentation, je disais que c'est un sentiment très, très masculin, tout ça. Et donc, c'est, on va dire, un défi. Beaucoup d'hommes, hein, c'est moins le cas encore une fois avec les femmes, qui ont besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs. Alors, les psychiatres, paraît-il, appellent ça le transfert de puissance. Et ça se trouve, par exemple, dans des gens qui achètent des voitures colossales qui peuvent faire du 400 km/h, sauf qu'on ne peut pas dépasser 50 de toute façon, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais qui ont besoin de ça, et qui transfèrent, on va dire, l'importance qu'ils croient ne pas avoir dans un objet. Et finalement, le hacking, c'est un peu ça également. Vous prouvez à vous-même, éventuellement, en tout cas votre entourage, donc vous êtes capable de répondre à un défi, à un challenge. Évidemment, avec les conséquences que ça peut, bien sûr, avoir. Bon. Vous avez également le sadisme, vous avez les sadiques. Vous avez les sadiques qui n'ont pas de raison particulière, sauf qu'ils sont ravis de pourrir la vie de leurs concitoyens. Et il y en a beaucoup. Et on ne sait pas pourquoi ils font ça. C'est en particulier tous les types d'attaques, hein, les types, le déni de service, on se sert de ça pour empêcher une méthodologie de fonctionner pendant un certain temps. Mais est-ce que ça, vraiment, il y a une motivation derrière? Non, il y a des sadiques qui sont un peu pas bien dans leur tête, et donc qui se servent donc, du hackisme, du hacking pour ça. Vous avez donc aussi les Saint-Just. Saint-Just était un révolutionnaire de la Révolution française, qui était le symbole de la pureté. Alors, il fallait épurer donc la société en guillotinant tous ceux qui n'étaient pas purs. Bon, alors évidemment, c'est pas très agréable. Hein. Et vous avez des hackers qui sont un peu comme ça. Et donc, qui se sont donnés pour mission vous voyez, de rendre tout ça beaucoup plus pur. Donc, ce sont les Saint-Just, finalement, du hacking. Et puis, vous avez également les abrutis, la bêtise, hein, qui est très répandue d'ailleurs dans ce milieu, et je vous en donnerai quelques exemples assez croustillants, des tas de bêtises. Voilà, ils font ça. Souvent, d'ailleurs, ce sont des jeunes, il n'y a pas que des jeunes, mais ce sont des jeunes qui ont été formés aux jeux vidéo et qui, au fond, ne font pas réellement la distinction entre le réel et puis le virtuel. Ils sont toujours, vous voyez, entre deux eaux, et finalement, le réel, il faudrait bien faire pareil que sur le virtuel. Ils ne voient plus véritablement la différence. Et puis, je vous disais que parmi les motivations, à mon avis, la plus terrible, c'est celle dont ce sont des motivations donc, philosophiques. On peut avoir une éthique très forte dans ce domaine. On peut avoir des croyances religieuses, on le voit bien en ce moment. Vous voyez, ça c'est tout à fait incontrôlable. D'autant plus que les personnes qu'on va trouver qui ont fanatisme, dans ce fanatisme religieux, sont souvent extrêmement compétentes et particulièrement motivées. Alors là, ça devient excessivement grave. Donc au fond, vous avez tout un tas de motivations aujourd'hui. Ça concerne des jeunes, des moins jeunes, mais encore une fois,
tellement les femmes. C'est pas vraiment le truc qui les passionne. Et encore une fois, je le répète, hein, je trouve que c'est tout à leur honneur, hein, parce que il y a beaucoup de bêtises quand même là-dedans. Il y a une autre manière de distinguer donc ce qu'on va appeler les adversaires, puis pour moi les hackers. Alors c'est assez connu, hein, on parlera des chapeaux donc, de couleur. Alors, par exemple, on désignera les black hats, qui sont, eux, ce sont des crackers. Ouais, on fait une différence entre les crackers qui détruisent par rapport à des hackers qui sont moins méchants, si vous voulez. Et donc, les terroristes, les mafieux, tout ça, ce sont véritablement des gens très dangereux. On dit que ce sont des crackers, ce sont les chapeaux noirs. On parle également des chapeaux blancs, les white hats, donc ce sont des hackers éthiques. Alors eux, ils protègent les actifs de l'entreprise, on peut les déployer, on peut en tout cas les distinguer en deux grandes catégories. Vous avez les Reds et puis vous avez les Blues. Hein. Alors ce sont les gentils. Les gentils, donc, qui mettent leurs compétences et leur technicité au service de l'entreprise. On a l'habitude de les désigner par les chapeaux blancs. Vous avez les chapeaux gris cette fois-ci. C'est une sorte d'intermédiaire entre les noirs et les blancs. Alors eux, ils ne cherchent pas à gagner de l'argent, ni à détruire la société, mais ils s'intéressent au sujet, pratiquement au plan intellectuel. Intellectuellement, ça les passionne. Ça peut se comprendre d'ailleurs. Et ces gens-là peuvent constituer d'ailleurs un vivier très intéressant. Si vous voulez, on peut piocher là-dedans pour aller les mettre dans des activités d'infrastructure ou de réseau ou de système. C'est quand même intéressant et il faut donc, à mon avis, l'encourager. Alors, les chapeaux verts, ce sont les appellent donc les chapeaux noirs nuls, incompétents. Ça, c'est les chapeaux verts. Alors, ceux qui posent des questions idiotes. Les questions idiotes auxquelles les vrais hackers, c'est intéressant de regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux, répondent alors avec un mépris maximum. Je suis d'ailleurs très étonné de voir quand vous avez sur certains réseaux sociaux, et pas simplement d'ailleurs dans le domaine de la cybersécurité, vous avez donc des personnes qui gentiment posent une question en disant mais je voudrais bien faire ça, mais je ne suis pas très compétent, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Une fois sur deux, il se fait fustiger. Mais comment peut-on être aussi abruti que ça pour ne pas connaître les choses? Il y a une espèce de vanité de la connaissance qui est extraordinaire et qui d'ailleurs n'est absolument pas justifiée. Parce que je maintiens, je le répète, ça fait 100 fois que je le dis, c'est que la programmation ou l'informatique n'est pas une science, c'est une technique relativement limitée et simple qu'il suffit d'apprendre, en particulier la programmation. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on est un futur prix Nobel sous contexte qu'on a écrit un programme dans lequel il y a moins de 200 erreurs. Enfin, quand même, arrêtez. Bien, donc ça, ce sont on va dire, les chapeaux verts, ce sont les gens incompétents. On parle également des chapeaux rouges. Là, c'est les Rambo de la sécurité. Là, vous voyez, c'est comme, je suis tout seul, mais je vais faire disparaître tous les hackers de la planète. J'ai un ordinateur à la place d'avoir un fusil comme Rambo. Voilà, je suis tout seul. Alors évidemment, c'est quelque chose quand même qui est impensable. On les appelle donc des chapeaux. Et puis alors, on parlera également, pour terminer là-dessus, donc des chapeaux bleus, les blue hats. Donc c'est une espèce on va dire, de script kiddie. Donc script kiddie, on va le voir tout de suite, ce sont des hackers qui sont très jeunes, hein, qui ne sont pas très compétents d'ailleurs, hein, mais qui, eux, sont animés par on va dire, un désir de vengeance inassouvi. Il n'y a pas besoin d'envie d'apprendre là-dedans. Ça ressemble un peu à un script kiddie, mais ce n'est pas lié à une question d'âge. On parlera de blue hat. Bon. Maintenant, on en fait ce que l'on veut, mais c'est vrai que dans la littérature, on utilise assez souvent donc, cette manière de catégoriser les choses. Alors maintenant, je vais passer en revue un certain nombre de personnages qui ont marqué un petit peu notre histoire donc, de la cybercriminalité, et bien entendu, un seigneur tout honneur. Donc, on va commencer par Steve Jobs et Steve Wozniak, déjà, parce que c'était bien comme ça. Alors, ces deux personnages-là ont commencé donc leur carrière en tant que hackers et ils ont fourni, ils ont fabriqué, ils ont conçu, surtout Wozniak, parce que Steve Jobs était moins technicien de Wozniak. Je rappelle qu'il y a quand même deux couples
très caractéristique et finalement très similaire, celui d'Apple avec Wozniak le technicien et Steve Jobs le marketing, et du côté donc de Microsoft avec Bill Gates et Paul Allen. Bill Gates étant plutôt le marketing, alors que Paul Allen, lui, était le technicien. Voilà. Donc, on va dire que c'est plutôt Wozniak qui a imaginé ce qu'on a appelé donc la Blue Box, qui permettait donc de pénétrer les systèmes téléphoniques, donc longue distance, et donc d'éviter aux clients de payer les communications. Alors, pour la petite histoire, Wozniak était connu sous le pseudo de Berkeley Blue, et Steve Jobs se cachait derrière un Off Tobar. Bon, très bien. D'ailleurs, historiquement, quand on regarde bien, Wozniak avait été mis dehors lors de sa première année de collège à l'université de Colorado pour faire de hacking sur les machines de l'institution. Bon, c'était bien parti. Hein. Le dispositif de Blue Box, de pénétration donc, des systèmes, c'était en fait un générateur d'impulsion électronique, on appelle ça un faker, pour effectuer les appels longue distance qui pouvaient aussi se transformer en mini-centrale, donc opérateur téléphonique, pour router les communications. Alors, aujourd'hui, la Blue Box donc, est exposée au Computer History Museum qui se trouve à Mountain View, en Californie, avec une pancarte qui dit voilà, c'est nos petits génies qui ont fabriqué ça. Donc, c'est présenté comme un plus hein, aujourd'hui. C'est pas un crime. Hein. Et ça me fait dire une chose, c'est que finalement, le crime devient une preuve de savoir-faire et on finit par en être fier. Alors, pour la petite histoire toujours, Wozniak aurait appelé le Vatican avec son système de Blue Box, il aurait demandé le pape et il se serait fait passer pour Henry Kissinger. Bon, vous comprenez bien et vous voyez bien qu'il y a un côté folklorique là-dedans, amusant, même si dans cette affaire, il faisait de l'argent, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il la vendait cette Blue Box. Bon, mais il y a quand même un côté, on va dire, un peu pitouille, un peu curieux, on le voit bien sur cette image. Alors, regardons un peu les générations et voyons tous ces personnages. D'abord, la toute première du hacking. Je dis tout à l'heure que, en fait, ça correspond à des enfants qui ont entre 5 et 12 ans. Alors, je ne me prononce pas sur le fait de dire que ce sont vraiment des petits génies qui, à 5 ans, étaient capables d'écrire du C ou du Java. Non. Je pense qu'ils devaient être aidés ou alors avoir trouvé, pas par hasard, mais un peu par hasard quand même, certaines failles dans les systèmes. Alors, ce sont des enfants donc, qui étaient capables d'écrire des bouts de script, vraiment des trucs quand même relativement simples, et qui ont profité, on va dire, de certaines faiblesses donc, du TI. Alors, quelles sont leurs motivations à eux? C'est d'essayer de s'attaquer au monde des adultes. Hein. Ils le font par bravade, encore une fois, par challenge. Hein. En général, il n'y a pas on va dire, de gain financier là-dedans. Au-delà, peut-être, d'un certain complément d'argent de poche, mais ce n'est pas 800 millions de dollars. Alors, quand on regarde, il y a quelques exemples. Alors, le jeune Paul Roven, qui est maintenant au MGI, hein, il a montré à 10 ans comment il fallait faire pour voler les données, les messages et les contacts d'un téléphone Android, qui, c'est vrai, à l'époque, n'était pas un modèle, on va dire, de sécurité et de protection contre les pénétrations. Ça, c'est vrai. On a eu Betsy Davis. Betsy Davis, elle a 7 ans. Elle s'est basée sur un tutoriel, pour bien comprendre. À partir du tutoriel, elle est rentrée dans un réseau Wi-Fi en français, donc public, dont elle a mis en évidence donc les faiblesses. On a eu un garçon donc, qui a 5 ans, qui s'appelle Von Hasson, donc qui a trouvé le moyen d'entrer, alors ce qu'il a fait lui, je ne suis pas convaincu, mais enfin bon, dans la Xbox donc, de Microsoft, hein, sans passer par les chemins traditionnels, par les API. Là. Alors, Microsoft a très bien réagi et l'a récompensé par une prime de $50. Il lui a donné 4 jeux et un abonnement gratuit à la Xbox Live dans le cloud. Mais tout en le plaçant, et c'est là où Microsoft, il a vite intelligent, ils l'ont tout en le plaçant dans la liste officielle, on va dire, des chercheurs spécialisés en sécurité. Le bipède, le jeune bipède, il avait quand même que 5 ans.
quelle était vraiment sa participation réelle à lui, ça, on pourra en discuter donc longuement. Et puis il y en a une autre, il y a Sci-Fi, donc qui est un pseudonyme derrière lequel se cache une jeune personne qui avait 10 ans et qui, elle, était connue pour avoir modifié les internes d'un jeu en ligne qui s'appelle Farmville. Et donc, on dit, voilà, c'est la pouponnière du hacking. Est-ce qu'il faut la dire? Je ne pense pas qu'il faille dire que ce sont des petits génies de l'informatique, parce que la compétence, c'est quand même pas ça. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de hasard là-dedans et probablement donc beaucoup, on va dire, d'aide de la part des parents ou de l'entourage. Alors, les principaux donc hackers. D'abord, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, c'est un peu, on va dire, référence. On le considère un petit peu dans le milieu, un peu comme un totem, hein, c'est le hacker au grand cœur. Et il a fait amende honorable, et vous le trouvez aujourd'hui dans beaucoup de conventions aux États-Unis ou ailleurs. Il est quand même considéré, parce qu'il est très compétent, c'est vrai, il est quand même considéré comme étant l'un des grands personnages donc, du hacking. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en 1980, Mitnick, qui avait 17 ans donc à l'époque, a pénétré le central téléphonique COSOS de Pacific Bell. Il a volé les mots de passe, des combinaisons de fermeture de porte, entre autres, hein, etc. Donc, il était quand même rentré illégalement là-dedans. Il a été accusé en même temps, c'était un an plus tôt, mais c'est un peu après qu'il a été accusé de ça, d'avoir intégré en 1979 les services d'une organisation qui s'appelle la NORAD. Et puis, il a eu plein d'intrusions chez Motorola, chez Fujitsu, chez Nokia, donc des opérateurs de télécommunications, ou des spécialistes, on va dire, des équipements donc, de télécommunications. Et Kevin Mitnick est considéré, il est le premier, en tout cas, hacker à avoir figuré dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés donc, par le FBI. Il a été arrêté, il a été condamné à 5 ans de prison. Aujourd'hui, donc, il a fait amende honorable et il se dit que Mitnick aurait été pris comme modèle pour le film War Games. Vous savez, ces deux jeunes gens, enfin plutôt l'un des deux, qui provoquent pratiquement une troisième guerre mondiale, mais par simple jeu. Donc, voilà ce qu'est donc Kevin Mitnick, qui aujourd'hui est parfaitement fréquentable. Hein, et au contraire, il est très intéressant parce qu'il a pris des années, donc il a pris de la bouteille, et aujourd'hui, donc, il est capable de faire la part des choses et d'avoir une philosophie intéressante sur ce sujet. Robert Trapan Morris, c'est lui donc qui a fait le premier verre. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il avait donc voulu faire un programme qui se reproduisait par lui-même. Hein. À l'époque, il était étudiant donc, à l'université de Cornell, ça se passait donc en 1988. Hein. Malheureusement, le code qu'il avait écrit n'était pas très brillant, il était donc truffé de code qui le rendait donc dangereux. Et c'est vrai qu'il avait la capacité de se répondre, mais les machines sur lesquelles il était planté avaient donc la malheureuse habitude de ne plus être utilisables. On a estimé que ces dégâts étaient entre 10 et 100 millions de dollars. Alors là, comme disent les Québécois, on n'est plus chez les petits joueurs, on est chez les gros joueurs. Mais lui, il n'a pas fait exprès. Alors, il a fait le premier verre. Alors, il a été condamné à 3 ans de probatoire. Il n'a pas eu d'incarcération. Hein. Il a eu donc 10 000 dollars d'amende et quelques centaines d'heures de travaux d'intérêt général. On ne peut pas dire que c'était vraiment le plus méchant. Enfin, nativement parlant, il n'était pas le plus méchant. Kevin Poulsen, c'est très amusant parce qu'il s'est fait connaître, lui, il avait 17 ans, en pénétrant le réseau de l'Université de Californie, mais également ceux de l'armée de terre américaine et de la compagnie Pacific Bell. Il est devenu célèbre, surtout lui, pour être, alors ça c'est très amusant, pour être rentré dans le TI, dans le système d'information, donc d'une radio de Los Angeles qui avait lancé un concours. Et le gros lot du concours, c'était une Porsche. Alors, évidemment, notre ami Poulsen était jeune homme, était intéressé donc par cette Porsche. Mais il fallait pour cela être le 102e appelant de cette radio de Los Angeles. Alors, comme il avait donc pénétré le système, il avait donc mis un code qui comptait, 7, 8, arrivé à Seoul, il a envoyé donc son appel. Alors, bien sûr, il a gagné la Porsche, mais il a gagné aussi 5 ans de prison parce que le FBI l'a intercepté. Et alors, ce qui m'a toujours fait sourire, c'est que
il lui a été interdit, en tout cas, de se servir d'un ordinateur pendant 3 ans. C'est quand même un peu curieux. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre ami, donc Kevin Poulsen. Matthew Bevan et Rich Price. Donc là, pour moi, ce sont un petit peu les symboles du sentiment d'invulnérabilité. C'est le syndrome du délire et du sentiment de surpuissance qui, encore une fois, est très masculin dans l'approche. Alors eux, ils ont failli déclencher eux aussi donc une Troisième Guerre mondiale. Mais eux, c'était vraiment par inconscience. Je ne suis pas par bêtise, mais par confiance. Hein. Ça se passait donc en 1996. Ils avaient piraté, tenez-vous bien, plusieurs réseaux militaires à travers le monde, en particulier aux États-Unis et en Corée du Sud, et ils ont envoyé, à partir de ça, des documents confidentiels à des pays ennemis. Même, il faut être un peu percuté pour faire ce genre de choses. Tout au moins pour ne pas s'en rendre compte de la folie de l'affaire. Leur cible, c'était quoi? C'était l'US Air Force, c'était un système, une agence, donc, système d'information donc, de la défense, ça a été la NASA, et également donc, le CARI, qui est un institut de recherche donc, coréen. Alors, quand ils ont été pincés, ils ont dit, ah mais on l'a pas fait exprès, on était à la recherche donc de preuves de l'existence d'une vie extraterrestre. Évidemment, il fallait y penser. C'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais on peut inventer dans n'importe quoi. C'est vraiment l'inconscience absolue de ces hackers qui s'amusent à faire ça, mais qui ne se rendent absolument pas compte des conséquences désastreuses que cela peut donc entraîner. Voilà, le sentiment d'invulnérabilité, je rappelle, hein, et je le redis parce que je pense que c'est vrai, c'est pas féminin du tout ça. Je n'ai trouvé en tout cas aucune hacker féminine qui aurait eu la même, peut-être une chinoise, mais qui a eu la même volonté de destruction, mais sans s'en rendre compte. Hein. Je n'ai pas trouvé l'équivalent. Bon. Alors, le Gary McKinnon, alors lui, j'avoue que je l'aime beaucoup. Mais c'est aussi la honte suprême. Pourquoi? C'est un Écossais, donc, qui se faisait passer sous le pseudo donc, de Solo, qui avait pénétré donc 97 ordinateurs appartenant aux principales agences donc, militaires américaines et à la NASA pour enquêter. Apparemment, c'est ce qu'il voulait faire, hein, sur des affaires secrètes et sur l'existence des ovnis, donc des objets, donc des aliens. Alors, il a été coincé. Alors, il avait déposé sur ses sites, on avait récupéré des choses, et il avait laissé des messages très explicites. Alors, c'est pas de moi, hein, donc il y a bien sûr beaucoup de vulgarité donc là-dedans. Votre système de sécurité est haché, excusez-moi, hein. Je suis Solo, je vais continuer à vous détruire à ses plus hauts niveaux. On estime que les dégâts qu'il a connus, c'était à peu près, représentent à peu près 700 000 $. Mais comme il est britannique, il n'était pas aux États-Unis, le gouvernement américain a réclamé son extradition, que le Royaume-Uni l'a toujours refusé. Alors il a quand même purgé donc on va dire une peine de 3 ans au Royaume-Uni, et là ce que je trouve extraordinaire, c'est que cet homme, qui comme ce jeune homme à l'époque, a quand même pénétré les systèmes militaires, volé des secrets, mis en danger donc l'équilibre de ces organisations, eh bien, il bénéficie de plein de soutien. Sting, Gabriel, David Gilmour et les Pink Floyd ont enregistré le thème Change the World en son honneur. Je vous dis, c'est le criminel, enfin, l'aspect criminel de la chose devient savoir-faire et compétence, et ça devient, vous voyez, on finit par l'admirer. Alors, Gary McKinnon est resté sagement donc, au Royaume-Uni, parce que s'il retourne là-bas aux États-Unis, il va avoir quelques petits soucis quand même avec le FBI. Mais on en est là, en tout cas, avec lui. Et puis, il n'y a pas que. Hein. Alors, je pourrais donner plein d'autres exemples. Hein. Par exemple, Adrien Lamo, qui est un autiste. Alors, il y a beaucoup d'autistes dans ce monde-là. Vous savez que j'en ai souvent parlé, je considère que
l'autisme qui est quand même un état extraordinaire d'intelligence, souvent, et de perception des choses que les gens, on va dire, normaux ne perçoivent pas. Donc, ils sont particulièrement bien adaptés donc, pour ce genre de genre d'activité. Alors, Adrien Minamour, en est un. Alors, lui, il avait modifié un article, il avait pénétré donc, Reuters, donc il avait modifié un article de Reuters en glissant une fake news qu'il avait attribuée à John Ashcroft, qui était attorney général. Alors, bon, il n'avait pas apprécié l'autre. Hein. Jonathan James, là, c'est beaucoup plus grave. Il avait infiltré la NASA et la Défense nationale, il avait 15 ans. Vous me direz, mais c'est quand même étonnant que des organismes aussi importants et, on va dire, fondamentaux hein, soient aussi faiblards du point de vue de la sécurité. Alors, donc il avait récupéré comme ça un certain nombre d'informations, dont paraît-il, des informations donc, sur les conditions de survie dans les stations spatiales, entre autres, les contrôles de température, d'humidité, etc. Je ne sais pas trop à qui ça pouvait servir. Et la NASA a été obligée de fermer son site pendant 20 jours. C'est pas rien, hein. Ça n'a pas duré 5 minutes, c'était pendant 20 jours. Alors, comme il était très jeune, hein, 15 ans, hein, il a écopé de 6 mois d'assignation à résidence et il a été obligé d'écrire des lettres d'excuses donc à la NASA et également au département de la Défense, au DoD américain. Mais bon, par la suite, beaucoup plus tard, à ce moment était en 2007, en 2007, il y a eu une attaque sur le TJX, c'est-à-dire l'organisation TJX, et il a encore une fois été accusé par le FBI. Mais comme il a cru qu'il ne pouvait pas se dédouaner des accusations du FBI, eh bien, il s'est suicidé. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres qu'on verra un peu plus loin. Alors, Albert Gonzalez, lui aussi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Albert Gonzalez a été accusé d'avoir volé et revendu, tenez-vous bien, 170 millions donc, de cartes de crédit et débit sous couvert d'un groupe, Shadow Crew. Et il vendait aussi des courriels, des mots de passe, des dates de naissance, etc. Il a été arrêté et pour éviter donc la prison, il a coopéré donc avec la justice. Mais d'abord, il semblerait que pendant cette collaboration, il ait dénoncé certains éléments du Shadow Crew, pas forcément très bien, mais surtout pendant sa collaboration, qui a duré quelques mois, hein, 18 mois exactement, eh bien, il a continué ses activités. Et il a en particulier volé 45 millions de cartes bancaires lors du fameux hack dont on a beaucoup parlé, du TJX, hein, qui est une organisation financière. On a beaucoup parlé. Alors, il a pris 20 ans de prison. Alors, lui, ça ne plaisante pas. Mais alors, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est qu'il est devenu un peu une espèce de, on va dire, de référence dans le monde du hacking. C'est une référence aujourd'hui. C'est curieux. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit dans la cybercriminalité, on va voir donc Albert Gonzalez, on lui dit, mais alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même assez incroyable. Bon. Alors, 20 ans de prison, quand même, c'est pareil. On pourrait également parler d'un hacker qui s'appelle Astra. Bien entendu, ce n'est pas son vrai nom, il ne connaît pas son identité réelle. Alors, lui, il a pénétré des logiciels de Dassault. Dassault, qui est un constructeur français, qui fabrique entre autres donc, des avions et qui participe d'ailleurs à l'effort spatial. Donc, évidemment, très important, très connu, mais aussi dans l'automobile. Alors, le hacker qui a pénétré, qu'on appelle Astra, donc c'est un grec, on sait qu'il est grec, il a vendu donc les données à 250 clients très intéressés par les données confidentielles de Dassault en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, etc. Et ça représente aujourd'hui, enfin, on estime à peu près, entre 300 et 500 millions de pertes pour le constructeur Dassault. Et il est considéré comme l'un des hackers les plus brillants donc, de l'histoire. On va donner ce titre. Alors, il y a aussi des organisations très redoutables. Alors, on va passer vite parce qu'on l'a déjà un petit peu évoqué. Alors, je vous ai dit, les terroristes sont quand même les organisations les plus redoutables, car encore une fois, les plus motivées et souvent les plus compétentes. Hein. Je vous l'ai dit que pour des questions politiques et religieuses, ils s'expriment en guerre. Et donc, ils exploitent des techniques de pénétration les plus sophistiquées parce qu'ils considèrent d'être dans le droit chemin. Et c'est ça.
Alors, beaucoup de groupes de ce type, il y a le Unified Cyber donc Caliphate, qui est le bras armé donc, de Daesh, Daesh de l'État islamique, hein, qui est spécialisé dans les attaques informatiques. On a également l'Institut Magna, qui est lié au gouvernement des mollahs iraniens, qui a fait beaucoup de victimes, parmi lesquelles 5 agences fédérales américaines, 11 sociétés privées étrangères et 144 universités américaines. C'était pas rien. Hein. Alors, leurs motivations sont toujours très claires, pures et loyales, hein, mais tout comme un saboteur pendant un conflit peut être considéré comme un héros ou un terroriste selon le camp dans lequel il se trouve. Alors, il y a ce qui est terrible, c'est qu'il y a, en particulier au Pakistan, ou en Afghanistan maintenant, il y a de véritables écoles pour former donc les membres de ces organisations et qui ont un niveau d'enseignement qui est extrêmement élevé, qui est vraiment tout à fait remarquable, très élevé, donc en analyse numérique, en technologie de chiffrement, en intelligence artificielle, etc. Bon. Tous ces gens, hommes et femmes donc de l'ombre, là il y a plus de femmes d'ailleurs, sont formés au vol d'informations confidentielles, aux données politiques, mais surtout économiques, et maintenant des fake news. Donc la diffusion donc, de fausses informations, et ça pullule partout aujourd'hui. Personne n'a oublié donc l'exemple des élections américaines, hein, et le rôle joué par Cambridge Analytica, qui avait été, rappelez-vous, fondé par Steve Bannon et Robert Mercer, donc qui est un bon exemple de déstabilisation, mais pour l'élection de Donald Trump, mais cette fois-ci venue de l'intérieur. Donc des organisations qui sont terriblement redoutables, très pertinentes. Quand je vois qu'ils sont capables aujourd'hui de chiffrer vos données pour vous demander des rançons, mais que l'algorithme de chiffrement, eh bien, il vous est spécifique à vous, là, on ne peut plus s'en sortir, parce qu'ils ont effectivement des moyens pour générer des algorithmes de chiffrement qui vont par dizaines de milliers et pour lesquels il faut trouver des parades individuellement. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, quelques groupes, encore quelques hackers, donc, et quelques groupes récents. Alors, je pourrais vous citer encore Elliot Gunton. Alors, lui, c'est vraiment la diversité du répertoire. Alors, lui, il fait des vols d'identité, attaques d'entreprises de télécommunications, entre autres, Talk, du blanchiment d'argent, etc. Alors, lui, il a pris 20 mois de prison. La procédure est en cours. Le dénommé Bokachev. Donc, c'est lui qui a fabriqué le botnet qui a fait beaucoup de dégâts, qui s'appelle donc Game Over Zeus. 100 millions de dégâts. Et son produit, donc Zeus, a été utilisé par les services donc, secrets donc, russes. Hein. Le FBI avait offert une prime de 3 millions de dollars pour le traduire en justice. Ça a été, on va dire, la prime la plus élevée de l'histoire du hacking. On a eu également un dénommé Graham Ivan Clark, donc la plus grosse attaque sur Twitter. Alors, Twitter a été utilisé comme véhicule pour une grosse attaque sur le Bitcoin. Alors, ça a représenté 100 000 dollars, mais pour lui, ça a été donc 3 ans de prison. Un exemple assez triste, finalement, c'est celui donc, de Aaron Swartz, qui est un activiste, pas méchant, utopiste, pas intéressé par les gains financiers, qui voulait que Internet devienne, on va dire, une plateforme libre et ouverte. Il a participé donc, à différentes initiatives, en particulier sur les flux RSS, hein, que j'utilise aujourd'hui, l'organisation donc, Creative Commons, hacké par le FBI, il s'est suicidé, il avait 26 ans. Et c'est bon. On a également Alexei Belal, l'un des pires pirates qui aurait, paraît-il, volé donc 700 millions de comptes Yahoo piratés. Il est toujours en fuite, mais considéré celui-là comme le hacker le plus dangereux du monde. Et puis alors, si je prends, là, on n'a pas le nom, c'est simplement une signature qui est donc NBY, qui aurait utilisé le réseau social Parler pour sauvegarder 56 terabytes de données publiques sur l'attaque du Capitole. C'était ce que voulait faire donc NBY, c'était récupérer les données tant qu'il en était temps, de manière à pouvoir les donner à la justice américaine qui après allait enquêter sur l'attaque du Capitole. Donc c'était un activisme, disons, honnête. Hein, voilà. Et puis alors, on pourrait mettre là-dedans également les organisations militaires. TAO, c'est donc une organisation de pirates de la NSA américaine.
Bureau 121, c'est celui de la Corée du Nord. Alors, ils peuvent dire le contraire, que c'est pas vrai. Je vous assure que c'est vrai. Fancy Bear, même chose. Hein, donc, c'est là, cette fois-ci, on est en Russie. PLI Unit 61 398, quel drôle de nom. C'est une organisation de hackers donc chinoise. Et chez les Israéliens, on a UNIT, donc 8200. Ce sont des groupes militaires plus ou moins reconnus aujourd'hui, tout au moins reconnus officiellement, mais qui existent. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, les femmes et le hacking. Alors, je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment quelque chose qui concerne donc les femmes. Ce n'est pas une spécialité ce hacking. Alors, en fait, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont souvent extrêmement performantes. Alors, je pourrais vous donner quelques exemples. Xiao Tian, alors c'était à l'époque, à l'origine d'un groupe qui a fait beaucoup de mal, qui s'appelle China Girl, donc Security Team, qui est en réaction au monde des hackers considérés comme dominés par les hommes. Alors, elle est liée donc à de nombreux groupes dans le monde, et c'est en tout cas l'organisation féminine aujourd'hui la plus surveillée et la plus importante au monde. On a encore d'autres exemples. Adriana Cook, alors elle, c'est très particulier, et je trouve ça très amusant d'ailleurs. C'est un modèle qui a posé pour le magazine donc Playboy, et elle s'est rendue compte une fois, à un moment donné, que ces photos étaient publiées par un site qui n'avait pas le droit de le faire. Donc, plutôt que de faire confiance au FBI, qui l'a fait de toute façon, et comme elle est très compétente en matière technique, c'est elle qui a fait le hacking de ce site, et elle l'a fait tomber, et elle a été débarrassée. Donc maintenant, donc elle est devenue consultante pour d'autres modèles qui éventuellement pourraient se trouver dans la même situation. On a Anna Chapman, donc c'est un hacker russe qui a été arrêté à New York en 2010 pour activité d'espionnage, elle est envoyée en Russie. Robin Adler, elle est passée du hacking, mais maintenant elle est repentie. Elle conçoit des systèmes donc, de détection, de tests et d'audit de protection, et elle est connue, très connue même dans la presse technique aujourd'hui, et avec sa collaboration avec beaucoup d'entreprises. On a Christina, alors un nom pas possible, Cherinskaya, qui elle est très connue pour ses activités de transfert financier illégaux, ce qu'on appelle le mule money, au détriment de banques américaines et britanniques. Elle aurait volé comme ça 3 millions de dollars donc, en quelques mois, et c'est une virtuose du cheval de Troie, Zeus. On a également Natasha Grigori, qui a débuté, elle, dans les années 80, qui a connu la célébrité grâce à un BBS, un Bulletin Board System, qui était destiné à aider la communauté donc, des hackers. Elle a fondé donc, un site qui s'appelle anti-childporn.org, ACPO, pour combattre la pornographie donc, enfantine. Hein. Son succès a été foudroyant. Malheureusement, elle est disparue donc, en novembre 2005, mais son œuvre, hein, ACPO, continue donc d'exister aujourd'hui. On peut encore citer Ling Cracker, donc, qui est une éducatrice chinoise de Shanghai, qui est spécialisée dans l'apprentissage des techniques de hacker, très célèbre. On a également Joanna Rutkowska, hacker d'éthique polonaise, qui a développé beaucoup d'outils pour recenser les hackers donc, dans le monde. Elle est très connue pour avoir montré la vulnérabilité de Vista à une conférence qu'on appelle le DEFCON. Et elle a lancé sa propre structure donc, de sécurité. Et puis enfin, il y a Judy donc Milon, qui est membre d'un groupe délictueux qui s'appelle Cypherpunk, responsable de beaucoup de livres, a écrit beaucoup de livres, a contribué à beaucoup de magazines, donc elle est un peu convertie. Vous voyez, c'est pas pareil que les exemples que j'avais indiqués précédemment. C'est, on va dire, c'est plus féminin, c'est moins grave. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas compétentes. Donc, quelques exemples. Alors, je voulais vous dire aussi donc, que j'ai cherché donc, quelques exemples de hackers donc, les plus bêtes du monde. En général, d'ailleurs, on ne s'en vante pas. Hein. Alors, j'en ai trouvé quand même un paquet. Hein. Par exemple, un dénommé Higinio, alors celui-là, il m'amuse beaucoup, Higinio Ochoa, un activiste d'un mouvement qui s'appelle Occupy Wall Street. Alors lui, il s'est introduit dans plusieurs départements de police américains pour relever l'identité des policiers violents. D'accord. Alors,
il a pénétré donc la base de données criminelle du FBI et il a laissé à chaque fois une image. Alors, tenez-vous bien, c'est le ventre de sa petite amie sur laquelle est inscrit un message. Donc c'est une image. Mais ce qu'il n'avait pas, compris, c'est que dans une image, il peut y avoir des données que vous ne voyez pas, et en particulier des données de géolocalisation. Eh bien, c'est ça qui l'a tué, parce qu'il a donc été prouvé à cause de ça, et donc il a pris 18 mois de prison. Pas très, très intelligent. Il y a un groupe de hackers de l'Ouzbékistan, qui se situe là-bas, donc du côté de la CEI, hein, les pays donc, de la mouvance, on va dire, autour de la Russie. Alors lui, quand même, vraiment super abruti, il crée un groupe de hackers, mais il demande un nom de domaine fondé sur son nom à lui, réel, avec des informations réelles. Et après ça, il a été étonné d'avoir été trouvé, hein, et c'est quand même invraisemblable. Quand on veut avoir des activités donc, de ce type, il vaut quand même mieux se cacher. Bon. Alors, un hacker finlandais que j'aime beaucoup également, qui s'appelle Julius Kivimäki, donc, qui est recherché maintenant depuis deux ans. Hein, et on le connaît aussi sous le nom de Zikil. Il a été arrêté, non pas pour fait de hacking, mais pour violence conjugale. Alors, on va plus calmer 5 minutes si vous voulez être tranquille. C'est l'un ou l'autre. Hein. Non, c'est pas l'un ou l'autre. Hein. En tout cas, il s'est fait avoir pour ça. Et alors, celui qui m'amuse le plus, et on va bientôt, je vais prendre 2 minutes si vous me permettez, qui m'amuse le plus, c'est donc un pirate qui pratique une session IRC. Vous savez, une session IRC, c'est une session synchrone où les gens se parlent, on est en communication synchrone. Il y a un modérateur là-dedans. Et puis ce client, très mécontent, parce que la connexion ne marche pas très bien, le modérateur semblait ne pas faire son travail, et donc il lui envoie un message pour lui dire je vais te pourrir la vie, toi aussi. D'abord, donne-moi ton adresse IP. Et ce que fait le modérateur, il lui envoie l'adresse 127.0.0.1, qui est l'adresse IP de toutes nos machines, hein, c'est nos machines. Donc lui, il a cru que c'était l'adresse de son correspondant qu'il n'appréciait pas, et donc il a envoyé une bombe sur cette adresse-là. Et donc il a été le premier pirate de la planète à se pirater lui-même. C'est quand même assez incroyable. Bon. Finalement, pour résumer, pour terminer sur ma présentation, je voulais vous dire, ce qu'au fond, tout ça, moi, je crois qu'il y a vraiment 3 grandes familles. 3 grandes familles, et que le reste, au fond, n'est que littérature. La première, c'est le jeune abruti inconscient à l'ego surdimensionné. C'est le résultat de l'éducation par les jeux vidéo qui ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Vous avez le terrorisme et la philosophie, c'est-à-dire là, vous avez les moteurs les plus dangereux car incontrôlables, des personnes qui sont motivées et compétentes, convaincues donc de détenir donc la vérité. Et puis, vous avez tout ce qui est criminalité financière, Internet, bien entendu, par Internet, hein, par la faiblesse, il faut quand même le rappeler, la faiblesse native des protocoles Internet et le manque de volonté pour le réformer. Tant qu'on sera basé sur des protocoles aussi nullissines, on aura bien entendu donc des difficultés. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai essayé d'aborder un petit peu les choses d'une manière un peu plus décontractée. Hein, décontractée. Bon, ça nous permet quand même d'avoir une perception un petit peu plus globale de ce monde très bizarre que nous pratiquons, nous, parce qu'on est obligé d'aller dans le dark web. C'est là où on s'épanouit. Donc, pour regarder un petit peu comment ça se passe, et qu'il ne se fait pas d'ailleurs sans dégâts potentiels. Bon. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la semaine prochaine, donc nous nous retrouverons, si vous voulez bien, à la même heure. Cette fois-ci, on va parler d'autre chose. Vous avez ici sur votre écran, vous avez tous les webinaires que nous avons prévus jusqu'à la fin juin. Et je vous parlerai donc la semaine prochaine de l'enseignement de demain et du risque majeur que nous avons aujourd'hui de fabriquer des enfants encore plus nuls que ce qu'ils étaient hier. C'est une catastrophe. L'enseignement est un désastre et je pense que l'informatique et l'Internet à mon avis, ne va pas donc contribuer à améliorer, on va dire, le paysage. Voilà ce que. Voilà.
Bon, alors j'ai été un petit peu, comment dire, un peu incisif, hein, mais quand même qu'à voir que tout ça, c'est plus de 1000 milliards de dollars de perdus chaque année. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, vous pouvez me correspondre avec moi comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Je vous remercie pour votre attention et j'espère donc vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Merci.